L'heure H. Jean-Louis Lahaye. La torpeur de la nuit vient de tomber sur Sacramento. La ville de Californie, carrefour d'un monde en plein renouveau, quitte petit à petit ses habits automnaux pour se parer de son long manteau d'hiver. Les branches déjà sont dépourvues de feuilles. L'ambiance de les rues, si animée et expressive au beau jour, s'est apaisée, comme happée par les températures en chute libre et les jours raccourcis. Le cycle immuable de la vie et des saisons bat son plein, et les locaux se terrent auprès de leurs cheminées et de leurs poêles. Ce n'est pas le cas des Wright, un jeune couple qui se prélasse le long du River Parkway, l'un des parcs qui fait le charme de Sacramento. Non loin d'eux, l'Union Hotel, l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville, s'étend vers le ciel à la manière d'un pacha se réveillant d'une longue sieste. C'est le calme qui règne. Un calme plat, à l'exception de quelques oiseaux et d'une nuée de vélocipèdes passant ici et là. Les Wright semblent seuls au monde. Cette impression, pourtant, ne va pas durer. Tandis que le ciel s'émaille d'étoiles et de lueurs, Dana Wright, nonchalamment, fait observer à son mari une forme dans la voûte céleste qui semble être différente. « Tiens, Oliver, qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui avance vers nous ?» Monsieur Wright est stupéfait. Il n'a jamais vu ça. Personne, en réalité, n'a encore jamais vu ça. Ce qui se détache dans le ciel, 6 ans avant l'invention de l'avion, c'est un ovni. Nous sommes le 6 novembre 1896. Il est 18h. Et c'est l'heure H de mon histoire. Oliver et Dana Wright sont des jeunes gens qui n'ont jamais rien connu d'autre que la ferveur de la ville californienne, dans laquelle ils ont fondé leur foyer il y a peu. Il faut dire que, depuis le début de la décennie 1850, c'est un bon calcul de venir vivre à Sacramento. C'est l'industrie du chemin de fer qui a tout changé. Alors que durant de longues années, seuls les artisans ruraux et les gangs de bandits y régnaient en maître, le sifflet des locomotives a fait basculer la cité dans une autre dimension, celle de la modernité. D'ailleurs, le père d'Oliver Wright était l'un de ces industriels qui avait suivi le vent dans la bonne direction. Aujourd'hui, il est un des magnats du secteur. Sacramento est devenue une ville de premier ordre, supplantant toutes les autres de l'État pour rafler le très envié statut de capitale de Californie. D'ailleurs, non loin du jeune couple, dans l'obscurité, trône le Capitole de l'État. Ce mastodonte de pierre blanche semble cependant tiré de son solennel sommeil par l'apparition céleste de cette soirée d'automne. Coiffé d'un haut de forme assez large pour prouver à lui seul l'importance de la position sociale de son propriétaire, Oliver Wright se découvre, comme s'il assistait à une apparition divine. Sa femme, agitée et nerveuse, tente de le faire réagir. « Oliver, ça me fait peur !» Le jeune homme, totalement abasourdi, ne bronche pas. Il ne regarde même pas son épouse, totalement anesthésié, scotché, les pieds dans le sol et les yeux vers le ciel. Il ne sait pas ce qui se trame entre la ville et les étoiles, mais ça ne lui dit rien qui vaille. Là, non loin de leur position, à basse altitude, au-dessus de la rivière, un aéronef comme il n'en a jamais vu survole la ville, armé d'un immense projecteur qui se braque sur les toitures des bâtiments environnants. Le couple, bien qu'isolé, n'est pas seul dans les rues de la grande ville. Bientôt, des ivrognes interpellés par l'ombre dans le ciel sortent dans la rue, hurlant que la fin du monde est arrivée. Des curieux s'extirpent des maisons par dizaines, grappes humaines désarçonnées par cette apparition, que certains qualifient de divine et d'autres d'humaine. C'est la cohue dans le vieux centre de Sacramento. Les nouveaux arrivés sont informés par les premiers témoins de ce qui se passe.
Des nuées tout entières se pressent le long de la rivière. Cette dernière, d'ordinaire bien calme, semble agitée par le flot inhabituel de promeneurs. L'ambiance au sol contraste fortement avec celle du ciel. Les étoiles, elles, ne semblent pas surprises par ce balai aérien bien insolite. Mais qu'est-ce donc ? Un ovni dans l'immensité céleste de l'Amérique de l'époque des diligences et des premières voitures ? Eh bien, peut-être bien, oui. Ce mot bien moderne, évidemment, n'est dans aucune des têtes des témoins de cet événement pour le moins saugrenu, non. Non, c'est un autre terme qui vient à l'esprit quand on considère ce phénomène qui fend le ciel de Californie. C'est Dana Wright, d'ailleurs, qui, dans les premières, interprète la vision qui est la sienne. C'est un vaisseau volant. Difficile de lui donner tort. L'aéronef imperturbable traverse l'air, comme il pourrait le faire avec l'océan Pacifique. Sous les cris et les vivas des hommes, il avance, semble passer la zone au crible. Serait-ce une invasion ? Mais de qui ? Les États-Unis n'ont plus d'ennemis extérieurs connus depuis la fin de la guerre avec le Mexique au milieu du siècle. Un coup des sudistes, alors que la guerre de sécession est terminée depuis des lustres. À cette pensée, Oliver Wright hoche la tête de manière négative. C'est effectivement peu crédible. Qui peut donc se cacher à l'intérieur de cet engin terrifiant, qui ressemble fort à un dirigeable plus évolué que de coutume ? Tremblotant au passage de la machine, qui vole à si basse altitude qu'il peut en observer les contours couleur aluminium, M. Wright se tourne vers sa femme. Il vient d'avoir une idée. « Chérie, va chercher le vieux Pearsons. Lui saura nous dire quoi faire. » Sans réfléchir, Dana s'exécute. L'histoire, elle, est en marche. « Monsieur Pearsons, venez vite !» La boutique du vieux est éteinte. Il est à peine plus de 18 heures et il semble déjà dormir. Joseph Pearsons est un médecin, disons, particulier. Il est en réalité plus alchimiste que soignant. Ce qui le passionne, plus encore que le corps humain, c'est la Voie lactée, l'alignement des planètes et les trésors qu'une observation du ciel peut déceler. Aucun doute donc, l'idée d'Oliver d'aller le trouver pour comprendre ce qu'il se passe est excellente. D'ailleurs, la jeune femme qui croyait le vieillissant scientifique endormi se trompe lourdement. Elle ne tarde pas à obtenir une réponse. Pearsons n'est pas dans sa boutique. En entendant le brouhaha de la rue, il est carrément monté sur son toit. Il lui lance « Oh, Dana, c'est vous ? Montez avec moi, la porte est ouverte !» Sans chercher à comprendre, le jupon relevé dans les escaliers comme une grande dame de ce monde, Dana Wright se retrouve bientôt, elle aussi, aux avant-postes. Un télescope qui semble aussi vieux que Platon entre les mains, le bonhomme est en pleine observation. Depuis la toiture plate de la boutique, l'aéronef paraît encore plus impressionnant. Il est d'ailleurs tout près. C'est à peine exagéré que de dire qu'on pourrait le toucher du doigt. Ces projecteurs, qui paraissent immenses, balaient dorénavant la périphérie de la ville, avec autant de rigueur que précédemment. Pearsons s'exclame. « Regardez, Dana, ce que vous pouvez voir est l'œuvre de quelque chose dont nous sommes les premiers témoins. Cet objet est le vaisseau volant d'une civilisation plus avancée que la nôtre. » À l'écoute de cette phrase, Dana Wright est partagée. D'un côté, elle est ravie de voir que le vieux passionné d'études célestes utilise le même adjectif qu'elle pour qualifier l'apparition. De l'autre, évidemment, elle est interloquée. Une civilisation plus avancée ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Elle ne peut d'ailleurs pas résister au fait d'interroger le scientifique. « Enfin, monsieur, c'est un dirigeable de construction humaine, regardez sa forme. » Il n'en fallait pas plus pour courroucer le propriétaire de la boutique. Quittant son télescope des yeux, il plonge son regard de braise dans celui de la jeune femme. Cette dernière, secouée par ce face-à-face, note que les cheveux du vieil homme, hérissés sur sa tête, pourraient le faire passer pour un cinglé. Pearsons s'exclame. Ah oui,
Un engin construit par des humains. Et vous avez déjà vu un dirigeable ailé armé de projecteurs, vous peut-être? Il a beau ressembler à un fou avec ses lunettes de cuir, son poste d'observation bancal et ses cheveux hirsutes, le vieil homme marque un point. Personne n'a encore jamais vu une chose pareille. Agacé par la remarque de la jeune femme, le médecin retourne à ses observations. L'engin, maintenant, est reparti bien plus loin, presque hors de portée. Cela n'empêche pas le scientifique de s'extasier à chaque seconde qui passe. Se sentant de trop, Dana Wright redescend et rejoint son mari. Lorsqu'elle lui fait part des affirmations du vieux Pearsons, son époux ricane dans un soupir. Croire que d'autres civilisations pourraient venir tourmenter le ciel des États-Unis, ça lui semble ridicule. Et pourtant, ils ne sont pas 2, ni même 3 à avoir vu cette apparition inédite dans le ciel cette nuit-là. La date du 6 novembre 1896 entre dans l'histoire. À Sacramento, ils sont des centaines de témoins à avoir remarqué la présence de l'engin. Mais pas seulement. À Oakland, à San Francisco aussi, le phénomène concerne tout l'État. La police se retrouve bientôt débordée par un afflux ininterrompu de citoyens, inquiets pour leur sécurité face à cette invasion aérienne. La situation bascule totalement, d'autant que le pire est à venir. Oh non, cette première intrusion ne sera pas la dernière. Bien au contraire, la presse alertée ne va pas tarder à propager la nouvelle dans tout le pays. C'est la cohue, l'effervescence. Bien avant la mise au point des premiers avions, bien avant les incidents de Roswell, les États-Unis connaissent l'impensable. Des ovnis ont émaillé l'espace aérien national. Mais vous ne me croyez pas. Eh bien, je vous conseille alors d'attacher vos ceintures. Vous n'êtes assurément pas au bout de vos surprises. Notre histoire continue sur les mêmes bases. Nous sommes cette fois le 15 décembre 1896, soit un mois plus tard, non loin de Sacramento. C'est en effet à San Francisco que nous nous retrouvons un soir d'hiver, comme aucun autre, et pour cause. Pour la énième fois, une apparition céleste des plus particulières vient perturber le calme apparent des préparations aux fêtes de la Nativité et de la Nouvelle Année. George D. Collins est un homme qui se préoccupe depuis plusieurs semaines de ces vagues de vols non identifiés dans le ciel californien, devenues presque incessantes. C'est un avocat brillant, particulièrement réputé à San Francisco depuis déjà de nombreuses années. Fin, sec, pédant, à l'air chic et rebelle à la fois, cet individu rasé de près incarne à lui seul bien des caractéristiques de l'homme de loi parfait. Non, il n'est pas inventeur, pas même passionné par les questions liées au mystère de l'astronomie. Mais il a su se faire une place sur la scène médiatique de cette affaire. Il est en effet le conseil d'un inventeur réputé dans le domaine aéronautique. C'est lui, Collins, qui a eu l'idée durant le mois de novembre de contacter la presse et de lui fournir pour la première fois un dessin de l'engin trônant dans le ciel californien. La vitre de son bureau ouverte et donnant sur le ciel, l'avocat n'a pas besoin ce soir de descendre dans la rue pour observer le phénomène. Au loin, presque imperceptible à l'œil nu, la forme survole l'autre bout de la ville. Sur son bureau, une coupure de presse, celle qui lui a donné ses heures de gloire. Datée du 23 novembre dernier, elle est posée en bonne place sur ses dossiers en cours. C'est le quotidien de Cole qui a mis cette affaire à la une. Il faut dire que les phénomènes, depuis la toute première apparition au début du mois à Sacramento, se sont fortement accentués. Un vaisseau volant dans le ciel. Le titre ne peut laisser planer aucun doute. En pleine page, un dessin de l'aéronef, réalisé de la main de l'avocat, vient illustrer le propos. Un long tube conique et ovale, doté de projecteurs, l'un ventral, l'autre lui permettant d'éclairer vers l'avant, et surtout des ailes, 2 sur les côtés, et une espèce de queue.
On aurait pu le décrire comme un savant mélange entre un dirigeable et un oiseau géant. Le journaliste, à la demande de l'homme de loi, l'avait évidemment cité. Le géant engin des airs tel qu'il est apparu aux yeux d'habitants de nombreuses villes. Ce dessin nous est fourni par l'avocat George D. Collins. Un cigare à la bouche, fier comme un coq, la nouvelle célébrité de San Francisco jette machinalement la feuille de papier sur son bureau. Cette histoire d'aéronef volant inconnu, c'est du pain béni pour se faire connaître et attirer vers lui de nouveaux clients, nombreux, il l'espère. Se tournant vers la forme au loin qui disparaît de son champ de vision, il ose ouvrir la fenêtre afin d'écouter la foule. Partout des cris, des interpellations. Ces apparitions rendent les gens totalement dingues. C'est pas son cas. Son métier lui a appris à rester placide, flegmatique, calme, face au bizarre, face à l'inexplicable. Son devoir est plutôt de savoir tirer les marrons du feu, plutôt que de s'extasier avec la foule. Dans cette affaire, comme dans les autres, tel est son credo. Collins est certainement l'un des seuls à garder la maîtrise de soi avec autant de constance. À compter de la mi-novembre 1896, la situation en Californie et ailleurs s'aggrave particulièrement. Tenez, écoutez donc. Le 17 novembre, nouvelle apparition à Sacramento, avec plus d'une centaine de témoins qui se déclarent. Certains affirment même avoir entendu des voix provenant de l'engin. 3 jours plus tard, c'est Oakland qui est touché, certainement par la venue du même engin, suivant les descriptions qui sont faites. Le 22, nouveau phénomène dans la ville. On parle d'un cigare doté d'un projecteur à l'avant, donnant ainsi l'idée que différents modèles d'aéronefs sont présents dans le ciel américain. Mais c'est pas tout. Il semblerait que la Californie ne soit pas le seul État touché par cette incroyable invasion. La presse, qui se saisit de l'affaire dès les premières apparitions, est ainsi gangrénée au niveau national par des histoires plus incroyables les unes que les autres. De l'Oklahoma à Washington, les journalistes se délectent des récits évoquant ces dirigeables d'un genre nouveau. En tout et pour tout, ce sont près de 20 États dans tous les États-Unis qui sont concernés. Mais alors, qui ou quoi est à bord de ces engins? Et surtout, est-ce crédible de parler d'une intervention humaine? À première vue, cela semble peu probable. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, en 1896, aucun dirigeable à ossature métallique, rappelant donc l'aluminium, observé par les témoins, n'a encore volé dans le monde. Ah, vous ne me croyez pas non plus. Très bien. Faites vos valises. Nous prenons la direction de Berlin. Nous sommes le 3 novembre 1897, à Berlin donc, en Allemagne. Le champ de Tempelhof est un vaste terrain militaire situé au sud de la capitale de l'Empire allemand. Depuis un peu moins de 20 ans, la nation allemande, unifiée, redoutable, a mis la France de Napoléon III à genoux. La couronne impériale est née dans la célébrissime galerie des glaces du château de Versailles. Et depuis lors, Guillaume, souverain des Allemands, met le paquet sur les innovations civiles et militaires. Les avions tels qu'on les connaît n'existent pas encore. Mais les dirigeables, eux, sont des instruments qui émaillent le ciel depuis déjà de nombreuses années. Celui qui s'apprête à décoller aujourd'hui dispose pourtant d'une particularité notable. Il possède une ossature rigide. Il a été mis au point par un inventeur aussi timbré que génial. David Schwartz. Comble de malchance. L'homme n'a pas eu le temps de voir sa machine puisqu'il a été victime d'une attaque cardiaque à l'âge de 46 ans. Mais quelle idée de mourir si jeune, pourrait-on dire. D'autant que le gaz dont son invention avait besoin pour voir le jour venait d'arriver à son atelier, le même jour. Le pilote, devant une foule médusée, après un bref discours visant à rendre hommage aux scientifiques trop tôt disparus, décolle. Rapidement,
La machine montre toute l'étendue de son potentiel et s'élève dans le ciel berlinois pour atteindre la hauteur splendide de 400 mètres. Et puis c'est la catastrophe. Les courroies lâchent, l'engin perd de la vitesse et la foule médusée se dit qu'elle va devoir enterrer le pilote qui se trouve à bord et qui tente, tant bien que mal, de manœuvrer le dirigeable. Fort heureusement, malgré un crash inévitable, à la suite d'une manœuvre d'atterrissage d'urgence, le professionnel du vol ne sera victime que d'une légère blessure au dos et au bras. Un moindre mal. Évidemment, ce qui nous intéresse, au-delà de la naissance du dirigeable à l'ossature solide, c'est la date de ce premier décollage. 3 novembre 1897, soit une année pile après les premières observations d'objets volants aux États-Unis. Comment expliquer alors ce qui semble bel et bien inexplicable? Le ciel américain s'est-il garni d'ovnis plus de 150 ans avant Roswell? Peut-être bien, du moins si l'on en croit la suite des événements. En effet, ce qui s'est passé à la fin de l'année 1896 n'est qu'un début. Toute l'année suivante sera également sujette à de nombreuses apparitions aériennes. Alors, canular orchestré par une médiatisation en plein essor ou véritable manifestation, toutes les options sont sur la table. Et avec nos yeux d'aujourd'hui, elles nous interpellent autant qu'elles nous questionnent. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H plonge au cœur du mystère. À la fin du 19e siècle, dans une société guidée par l'apparition timide de l'automobile et le déclin constant de la conquête de l'Ouest, la Californie est victime d'apparitions notables et variées. Son ciel se trouve en effet envahi par une multitude d'engins ressemblant tantôt à des dirigeables métalliques, tantôt à des cigares équipés de projecteurs. Il y a cependant un problème de taille pour celles et ceux qui défendent la thèse d'une machination humaine. Les engins de ce genre n'ont pas encore été inventés. Si le premier décolle bien en 1897, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas fiable. Alors, cela veut-il dire que la Voie lactée serait envahie par une multitude d'ovnis? Peut-être bien. Nous sommes le 1er février 1897, à Hastings, une petite ville du Nebraska. En plein milieu des gigantesques États-Unis, la bourgade est de celles qui ne semblent pas courir après Chronos et le temps. Dit autrement, elle semble échapper aux affres de l'immuable horloge. Les chevaux et les diligences sont encore les rois et les reines d'un royaume qui tourne autour d'un univers rural, en perpétuelle quête de renouvellement. Cela passera bientôt par la mécanisation à outrance, mais Hastings n'en est pas encore là. La bourgade, au contraire, vit un hiver difficile, agité. Les cultures et les bêtes souffrent des températures qui s'avèrent être plus basses que la normale à cette période de l'année. Enfermées dans les caractéristiques bardes rouges et blancs, les vaches meuglent, implorant l'arrivée d'un printemps qui n'est pas encore réveillé. Les agriculteurs, eux aussi, trépignent. Ils attendent. Dans ce qui ressemble encore, trait pour trait, à un saloon hérité de la conquête de l'Ouest, Mark Evans est l'un d'eux. Pour oublier, il boit. Un peu, beaucoup. La routine est palpable. Son lever de coude est rodé. Le gaillard est une bête. Sa femme lui dit souvent qu'il est sûrement l'homme le plus fort du Midwest. Elle a certainement raison. Ce soir-là, la nuit, plus froide encore que de coutume, le fait grogner. Mark s'apprête à rentrer chez lui lorsqu'il est happé par la foule un peu plus loin. Une petite dizaine de personnes, pour la plupart des amis, pointent du doigt le ciel baigné d'étoiles. Une boule
qui ressemble à un astre qui se serait perdu au milieu des constellations, vole à basse altitude, du côté de l'ouest de la ville. Enfin, vole. Ouais, c'est un bien grand mot. En réalité, l'étoile est totalement immobile. À côté de Marc, le vieux pharmacien s'exclame « Voilà bien une demi-heure que ce truc n'a pas bougé d'un poil. » Il suffisait qu'il le dise pour que les choses changent. Situé à environ 150 mètres du sol, la forme, presque immédiatement après les paroles du vieux, se met à avancer, à tournoyer même, en prenant la direction du nord. De manière un peu péremptoire, Marc et les autres estiment qu'elle se trouve dorénavant à un peu moins de 3 kilomètres de leur position. Mais ils n'ont pas le temps de bouger pour suivre le mouvement de ce qu'ils pensaient être une étoile que la voilà brusquement de retour à son point de départ. Là, presque sous leurs yeux, la petite bande est totalement estomaquée, éberluée même. Marc tente de décrypter ce qu'il peut voir. À sa grande surprise, il se rend compte que la source de lumière n'est en aucun cas naturelle. Ce sont d'immenses projecteurs qui sont braqués sur eux. Imagine la taille des dynamos pour alimenter un truc pareil, pense-t-il, en son fort intérieur. Et presque instantanément, avec vitesse et précipitation, ce qui les obnubilait la seconde d'avant disparaît intégralement, sans un bruit, ni même un coup de vent. Un témoin s'empresse de signaler aux autres que son frère est journaliste et qu'il va lui communiquer l'info. Il fera certainement paraître un article dans la presse. L'affaire prend de fait une ampleur folle dans tout l'État. Les habitants d'Hastings, Marc en particulier, pourraient penser qu'ils sont les seuls. Ils se trompent. Et cette fois, les questions commencent à fuser. La population demande des réponses. Elle ne va pas tarder à les trouver. En effet, le phénomène au-dessus des villes de Californie n'était qu'une première alerte, pourrait-on dire. Elle a tout de même permis de récolter plus de 200 témoignages. Et les interrogations, si elles explosent, ne sont pas suivies d'explications rationnelles. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Dans les journaux circulent de nombreux contre-témoignages, souvent ceux de prétendus inventeurs, annonçant qu'ils ont fait décoller les engins observés, qu'ils en sont même les têtes pensantes. Une certaine frange de la presse, déjà, se met donc à critiquer les témoins, qui estiment assister à un événement étrange et inexpliqué. Mais la recrudescence des phénomènes, cette fois dans le Nebraska, semble accréditer la thèse d'un problème dans l'espace aérien. En effet, l'apparition d'Hastings n'est pas la seule à être répertoriée dans les secteurs. 3 jours plus tard, le 4 février donc, en pleine journée, une quinzaine de personnes se retrouvent nez à nez avec un aéronef qui les survole alors qu'elles rentrent de la messe. Ils estiment la largeur de l'engin à une dizaine de mètres. Ahurissant. Mais c'est pas tout. Le 28 mars, à Omaha, toujours dans le Nebraska, 185 personnes témoignent avoir vu le même engin de nuit, peu après 22h30. La semaine précédente, c'est dans l'Iowa qu'un homme affirme avoir été traîné par l'ancre d'un navire volant l'ayant agrippé par le pantalon. Tout de même sur une distance aussi entre 10 et 15 mètres. Les récits de ce genre affluent par dizaines dans la presse nationale. Alors que les premiers aéronefs semblaient se concentrer sur les côtes californiennes, ces derniers semblent dorénavant se décaler plus à l'intérieur des terres, s'attaquant au Midwest. Dans une certaine partie de la presse, c'est la cohue la plus totale. On est persuadé d'avoir affaire à une véritable invasion qui vise à espionner le territoire et préparer une attaque d'ampleur. Et de qui ? C'est tout le problème, on ne sait pas. Mais ce que je viens de vous dire précédemment n'est pas anodin. Cette lecture n'est présente que dans une partie de la presse. Un autre bord commence sérieusement à prendre de l'ampleur. Celui qui parle plutôt d'un canular géant. Les articles qui traitent le sujet avec ironie et plaisanterie fleurissent rapidement et s'opposent à ceux qui veulent traiter le sujet avec crédibilité. Les journalistes des deux camps s'affrontent,
les Antilles estimant notamment que l'emballement autour des témoignages n'est qu'un phénomène de mode, orchestré par les journalistes eux-mêmes. Ni un camp ni l'autre d'ailleurs n'avance avec des preuves entre les mains. Seuls subsistent les témoignages. Et, croyez-le ou non, ces derniers vont continuer d'affluer. C'est dans le Kansas, durant la première moitié du mois d'avril, que de nombreuses personnes vont rapporter à la presse leurs observations. Un éleveur ira même jusqu'à affirmer avoir été le témoin de l'enlèvement de l'une de ses vaches en plein milieu de la nuit. La même constatation sera faite peu après dans un autre État. Une petite ville de l'Iowa, le 12 avril 1897, est unanime. Elle a vu un engin volant conique et fait de métal qui volait lentement près de ses habitations assez bas pour être distingué. La presse rapporte que le 20 avril, dans l'Arkansas, un officier de l'armée américaine a été le témoin d'une apparition de ce genre. Il note ceci. Tout l'avant du vaisseau se terminait comme une lame de couteau, tandis que les côtés se bombaient progressivement jusqu'au milieu pour ensuite s'amincir. Il y avait 3 grandes roues sur chacun des côtés, comprenant des pièces métalliques infléchies et disposées de telle façon qu'elles présentaient la partie concave de leur surface lorsqu'elles se déplaçaient vers l'avant. Vous n'êtes pas convaincu? Attendez encore un peu. Le phénomène, qui concernait visiblement uniquement les États-Unis depuis la fin de l'année précédente, s'exporte. Durant l'été, l'observation de ballons métalliques est rapportée dans certaines provinces russes et dans la mer de Norvège, chaque fois. Les témoins évoquent un ballon qui serait recouvert d'alu, ou au moins de métal. Alors que je vous le rappelle, le premier vol enregistré d'un engin de ce genre n'est effectué qu'au mois de novembre. Cela voudrait-il dire que cette technologie a été développée et testée par d'autres inventeurs en amont? Mais comment expliquer alors la présence de ces aéronefs tant en Californie qu'au Kansas ou en Russie? Cela semble particulièrement optimiste d'affirmer qu'à la fin du XIXe siècle, un déplacement aussi vaste pouvait être effectué. Surtout lorsqu'on sait que le premier dirigeable métallique n'a pu voler que quelques minutes avant de se cracher lamentablement. Alors canular ou véritable invasion ovni, la vague se referme comme elle est arrivée, subitement. À l'orée d'un nouveau siècle, tout le monde pense que tout est terminé. C'est mal connaître l'histoire, c'est bien connu. Elle raffole de rebondissements. Ils seront, dans le cas présent, légion. Prenons la direction de l'Angleterre, si vous le voulez bien. Nous sommes cette fois en 1909. 20 ans, ou presque, se sont écoulés. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se penche sur les apparitions précoces et inexpliquées d'engins dans le ciel américain et mondial. D'abord, en 1896-1897. Le phénomène qui touche les côtes californiennes s'étend ensuite à d'autres États américains. Ce sont des centaines, que dis-je, des milliers de témoignages qui sont rapportés à cette époque. Certaines observations en Europe font même penser à un phénomène mondial. Et puis, le soufflet retombe. Les aéronefs métalliques semblent avoir disparu, ce qui renforce l'idée de ceux qui crient au canular. Cela risque bien d'être poussé dans leurs retranchements les plus profonds. En effet, bien des années plus tard en Angleterre, une réminiscence des plus étranges va se produire, aux grandes dames des plus sceptiques. Nous sommes le lundi 14 octobre 1912. Il est 19h à l'embouchure de la Tamise, tout près de l'île de Sheppey. Nous sommes à une 60aine de kilomètres du centre historique de Londres et l'impensable vient de se produire. Un aéronef, à la nuit tombée, vient de survoler le secteur. Jack Rogers,
lieutenant de la Royal Navy, n'en croit pas ses yeux. En poste sur l'aérodrome de la zone, des fusées de détresse ont été envoyées afin d'éclairer le ciel et guider ce que des témoins ont signalé comme étant un avion. Lui aussi d'ailleurs. Il a bien entendu un bruit de moteur caractéristique. Mais ce qu'il a cru voir alors que les rougeoyantes fusées ont illuminé le ciel n'est pas possible. Une forme allongée, ovale, métallique, a traversé le ciel à grande vitesse, équipée de projecteurs et même d'un point rouge pouvant rappeler un radar ou un élément de ce genre. Mais aussitôt son observation faite, l'engin, peut-être effrayé par les fusées éclairantes, a disparu dans la nuit, à une vitesse totalement anormale. Quel pilote serait assez fou pour voler de nuit, alors que l'aviation n'en est encore qu'à l'aube de ses capacités? La pratique est loin d'être courante, bien au contraire. Rogers contacte ses supérieurs qui, d'emblée, évoquent la possibilité d'un engin hostile, ennemi, qui serait passé pour faire de l'espionnage. À la tombée de la nuit, ça n'a pas de sens. Et le lieutenant, qui tente désespérément d'expliquer aux officiers en poste que ce qu'il a cru voir ne ressemblait en rien aux avions de l'époque et renvoyé dans les cordes. Ça ne peut être qu'un engin piloté par des ennemis de la nation. Verdun, en 1912, hélas pas si loin. Le sous-officier se tait donc en portant avec lui ses secrets les plus terribles. Mais il n'est pas le seul témoin. Et la petite île de Chepet bascule dans les limbes du mystère. Cela ne va pas s'arranger lorsque le premier lord de l'amirauté, un certain Winston Churchill, fait une déclaration pour le moins évasive. Alors que la presse optait plutôt pour une tentative d'espionnage allemande, en ces temps incertains de tensions mondiales, 2 ans avant l'éclatement de la Première Guerre, il semblerait que le gouvernement n'en ait pas été si sûr. D'ailleurs, ce qui est aujourd'hui communément appelé l'incident de Sheerness n'est toujours pas officiellement élucidé. Cette apparition étrange, vécue indirectement par l'un des personnages les plus connus de l'histoire contemporaine, n'est pas anodine, ni isolée. En effet, au début du siècle, des dizaines de phénomènes analogues à ceux vécus entre 1896 et 1897 aux États-Unis parviennent sur les côtes anglaises. Cela va même durer plus de 6 ans, entre 1903 et la fin de l'année 1909. Chaque fois, même constatation. Un cigare énorme, métallique, qui braque ses projecteurs lumineux sur les zones qu'il survole à basse altitude. Évidemment, ce n'est pas sans rappeler ce que nous avons ici décrit en Californie ou dans le Midwest, plus d'une quinzaine d'années plus tôt. D'ailleurs, en 1909, une affaire fera grand bruit dans le Massachusetts. Plusieurs témoins affirment apercevoir de nouveau un ballon métallique, mais qui vole cette fois à la vitesse folle de plus de 65 km/h. Vous l'aurez compris, le mystère s'épaissit et les questions demeurent. Le moins que l'on puisse dire, et quoi que l'on puisse penser sur l'existence ou non des ovnis, c'est que les caractéristiques de ces vagues d'apparition sont pour le moins étranges. En effet, elles se déroulent dans un contexte qui est particulièrement éloigné de celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, durant laquelle la mécanisation était déjà en train de connaître une croissance exponentielle. Ce n'est pas le cas en 1896-1897, encore moins dans certains États très ruraux comme le Kansas ou l'Iowa. Et pourtant, certains agriculteurs ont observé des enlèvements de bétail. Des villages entiers affirment avoir vu des aéronefs métalliques et lumineux gangréner le ciel. Sont-ils tous des affabulateurs? Peut-être, mais tout de même. Des milliers de personnes qui rapportent les mêmes faits, ou presque, dans une société au sein de laquelle la presse et les médias n'ont pas du tout l'influence qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ça doit nous interroger. Pour le moins nous interpeller. Si ces témoins dans le monde entier se sont tous embarqués dans un canular géant sans se concerter, alors c'est certainement le plus élaboré de l'histoire. La piste ne peut pas être écartée, évidemment, mais... Et c'est ce petit mais, indubitablement, qui rend le sujet des ovnis particulièrement intéressant et savoureux. Quoi qu'il en soit,
Rien n'est tranché sur la question des vagues d'apparitions qui semblent être des pionnières du genre, près d'un demi-siècle avant Roswell et l'explosion des études ufologiques. Des astronomes rationalistes ont avancé que les témoins, lorsqu'ils n'étaient pas des affabulateurs, avaient vu la planète Vénus, ou même la Lune, d'un peu trop près. Comment expliquer alors la vitesse et les changements de direction Étrange comme hypothèse, vous en conviendrez certainement. D'autres scientifiques, émanant plutôt du monde psychologique, évoquent quant à eux l'importance de la fiction dans l'apparition des phénomènes, notamment celle de Robur le Conquérant, un roman de Jules Verne paru en 1886 et évoquant le survol de plusieurs villes par un aéronef équipé de projecteurs. Soit. Imaginez qu'un éleveur du fin fond du Kansas ait pu avoir entre les mains un livre de Jules Verne, ça me semble un peu exagéré, pas vous? Le mystère à ce jour reste donc entier. Il ne tient qu'à vous, pourquoi pas, de mettre au jour des éléments nouveaux à ce sujet. Et bien entendu, si tel est le cas, nous tenir informés. Voilà pour cette histoire, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.